à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5e de couve, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, on devrait parler d'œuvres cultes. En effet, nous allons recevoir un guest, un invité spécial dans la 5e de couve, en la personne de Mathieu Bablet, auteur de bande dessinée dont le nouveau titre Silent Jenny est sorti la semaine dernière. Et donc ensemble, on va parler des mangas qui l'ont influencé tant dans son style graphique que sur sa dernière bande dessinée Silent Jenny. Alors qui est Mathieu Bablet en quelques mots, si vous ne le connaissez pas encore? C'est un grenoblois qui est né dans les années 80, repéré par Run, l'auteur de Mutafukaze et fondateur du label 619, et en 2011, il publie Label Mort, sa première BD, puis il enchaîne plus tard avec Adrasté, Shangri-La ou encore Carbone et Silicium, avec lequel il remporte plusieurs prix, dont celui de la BD Fnac France Inter en 2021. Ensuite arrive le manga Shin Zero qu'il réalise aux côtés de Guillaume Singelin. On en avait parlé, souvenez-vous, au début de cette année, dans nos mangas stars de 2025. Et donc, Mathieu Bablet, en quelques mots, Robin, qu'est-ce qu'on peut dire de son style ? Déjà, il fait des très gros livres avec beaucoup de pages. Son style, il a un style qui laisse beaucoup de place à la narration environnementale, je dirais, des architectures, des décors qui prennent beaucoup de place. C'est pour ça aussi, je pense qu'il choisit en général des formats assez grands pour que l'œil ait la place et le luxe de se voyager. Et après, il aime bien. Je pense qu'il a un sens du chara-design assez schématique pour justement laisser la place aussi à l'œil du lecteur et à s'attarder surtout aux environnements et voir les personnages évoluer. Mais voilà, j'ai essayé d'improviser un truc rapidement, mais voilà ce que je peux me dire du style Bablet. Écoute, moi, si tu me parles de Mathieu Bablet, je vois les couvertures de Shangri-La, je vois les couvertures de Carbone et Silicium, donc des influences très diverses, vraiment. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus classiques qu'on l'imagine derrière ces dessins, et évidemment pas mal d'influences manga. Oui, clairement. Moi, si tu me dis peux-tu mettre ton bras coupé si que Mathieu Bablet lit des mangas, oui, je mets mon bras. Et j'espère que personne ne va le couper. Non. Les 5 mangas qui ont influencé Mathieu Bablet sont au cœur de cette 5e de couve. Générique. On ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother! Vous êtes en train d'écouter la 5e de couve, le seul podcast où on peut découper, charcuter, dépecer et aimer les mangas. Salut Julie, salut Robin. Salut Maxime. Et salut Mathieu Bablet, sois le bienvenu dans la 5e de couve. Merci, bonjour à vous trois. Merci à toi d'avoir accepté de venir parler de manga dans cette émission. Tu viens aussi parce que après le succès de Shangri-La et de Carbone et Silicium, tu sors une nouvelle bande dessinée qui s'appelle Silent Jenny. Elle est sortie la semaine dernière. L'histoire, c'est dans un futur lointain. Les insectes pollinisateurs ont disparu, balayés par de profonds bouleversements climatiques. Les humains parcourent désormais des paysages stériles à bord de monades, d'immenses vaisseaux villages motorisés, et c'est dans l'une d'elles que vit Jenny, qui est déterminée à retrouver les dernières traces d'ADN, d'abeilles et peut-être l'espoir d'un monde meilleur. Silent Jenny, c'est donc en librairie. Tu as aussi, Mathieu, fait une collaboration avec l'artiste Toxic Avenger pour accompagner la sortie de cet album avec un album digital, des vinyles en édition limitée et pour faire une fiction sonore qui s'appelle Inframonde. Oui, exactement. Alors il faut savoir que c'est pas notre première collaboration avec Toxic. Il faut savoir aussi que c'est un habitué des collaborations avec le label 619. Toxic Avengers et Run se sont rencontrés au moment de faire la bande-son du film Mutafukaze en 2016, si je dis pas de bêtises, et en fait est née de là une espèce de quand même d'accointance entre les deux univers, de telle sorte que Toxic a collaboré régulièrement en fait sur des petites boucles de musique pour les bandes annonces qu'on faisait de nos titres qui sortaient. Et le fait est que quand on lui a demandé de faire pareil, une petite boucle de musique pour le trailer de Carbone et Silicium, il a lu l'album en entier et il a
aimé. Et il s'est dit qu'il allait itérer sur cet univers et donc est sorti Carbon Toxic, 6 titres si je ne dis pas de bêtises, donc sorti en 2020 et qui marquait un peu notre première collaboration, de telle sorte que ça s'est fait assez naturellement là sur Silent Genie. C'est pareil, je lui ai envoyé l'album un peu en avance. Il faut savoir qu'on arrive à se voir régulièrement. Il habite à Angoulême, donc au moins une fois par an au moment du festival, on arrive à se capter. Et donc on avait discuté de l'univers de Silent Genie. Il y a vu un peu des connexions avec ses expérimentations, notamment au niveau de l'ambiance, de ce qu'il faisait en ce moment. Et donc voilà, pareil, Silent Genie l'a inspiré de telle sorte que voilà, et là il est parti sur 11 titres carrément. On est presque sur un album. De l'EP à l'album. Et c'est assez ouf et c'est trop bien. Donc voilà, c'est une collaboration où moi je suis un petit chanceux dans l'histoire, hein. C'est-à-dire que voilà, on parle de l'univers, moi je présente un petit peu les ambiances que je vois, enfin tu vois, un peu la couleur de la musique. Et puis après il fait sa magie et puis il revient, il me propose des trucs et puis c'est trop cool quoi. Je kiffe. donc voilà, c'est encore une chance absolument incroyable de pouvoir collaborer avec lui quoi. C'est vraiment trop bien. Ça c'est pour la partie musique. On va parler manga aussi dans cette émission. Tu nous as donné 5 titres ou un peu plus, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais qui t'ont influencé, qui influencent ton travail, qui t'ont influencé sur Silent Genie, qui t'influencent peut-être encore. On va parler de tout ça dans cette émission. Si vous nous découvrez seulement maintenant, si vous découvrez la 5e de couve, ce n'est pas trop tard pour devenir fan de nous en écoutant cette émission par exemple, ou quelques centaines déjà en ligne. La 5e de couve, c'est le podcast Manga Hebdo depuis bientôt 10 ans, donc scrollez sur vos apps podcast, il y aura forcément une émission pour vous. Merci à tous en tout cas de nous soutenir en écoutant cette émission, et si vous aimez ce qu'on fait, et ça c'est important, laissez un commentaire, une note ou partagez l'épisode autour de vous. Parlons manga maintenant dans cette émission avec le premier titre que tu nous as annoncé comme influence évidente ou pas, je sais pas, on va en parler ensemble. C'est Nausicaa et la vallée de Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki. C'est édité aux éditions Glénat. La première édition française date du début des années 2000, puis il y a eu une réédition en 2011, donc tout est dispo aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Nausicaa, on est dans le futur, on est 1000 ans plus tard. On a Nausicaa, une jeune fille qui vit dans une vallée perdue, un petit coin encore respirable au milieu d'un monde empoisonné, car depuis la guerre des 7 jours de feu, la planète entière est devenue une jungle toxique envahie par des insectes géants qu'on préférait ne jamais croiser en vrai. Et tout cela est en plus insuffisant pour stopper toute guerre, évidemment, l'homme étant l'homme. Mais Nausicaa, elle, fait partie de ces rares personnes qui n'ont pas peur de s'enfoncer dans la forêt toxique. Elle y va par curiosité, par respect, par espoir. Là où tout le monde ne voit que la mort, elle perçoit un équilibre fragile, une beauté, et surtout, elle comprend les créatures qu'on appelle monstres. Et quand la guerre frappe à sa porte et menace la vallée du vent, Nausicaa doit choisir, suivre les ordres des puissants ou écouter son instinct. Alors partée par son planeur, son mythique planeur et un courage fou, elle part défier tout un monde malade pour tenter d'en sauver un autre. Nausicaa, qui est l'un des piliers du manga moderne, et plus largement qui est peut-être même l'un des pilier de la bande dessinée mondiale, qui doit être parmi les mangas les plus cités des top 10 des lecteurs du monde. Je le vois comme ça en tout cas, Nausicaa, tellement il est tellement il a influencé, tellement on le connaît, puisque de toute façon c'est Miyazaki. Ouais, bah c'est ça, il y a Nausicaa, l'œuvre de départ, mais après il y a Miyazaki dans tout l'héritage qu'il a laissé. Mais c'est vrai que si tu lis Nausicaa, il y a déjà toute la force du récit dont tu as parlé dans ton résumé, mais c'est graphiquement, c'est ultime quoi. Il n'y a vraiment pas une case achetée, tout est beau, tout est maîtrisé, tout est élégant, et tout ça pour parler effectivement d'un monde qui est en train de mourir, d'un autre monde qui renaît. Il y a aussi, moi je trouve, une approche narrative qui était assez, je pense, inédite à l'époque dans le manga d'action ou d'aventure. C'était cette place qui était laissée à la contemplation quand même, malgré tout. Il y a des moments vraiment où on suit ce personnage qui va explorer le monde et faire découvrir au lecteur aussi. Et je trouve que c'est un équilibre, Mathieu, qu'on retrouve pas mal dans ton travail. J'imagine que ça fait, forcément tu l'as cité en premier, donc partie des références un peu évidentes de ton boulot et peut-être de Silent Genie, parce que je trouve qu'on retrouve cet équilibre dans le côté contemplation-action, quoi. Oui. Voyez, de toute façon, je pense que il y a probablement un côté générationnel, mais Miyazaki, c'est mon influence majeure.
de manière stylistique, moi j'ai construit mon style avec des personnages un peu synthétiques dans des décors très fouillés, et c'est le principe de l'animation japonaise, quoi, avec des décors peints à la main et des personnages plutôt en ligne claire. Après, effectivement, il y a une sensibilité japonaise, un rapport et à la nature et à la contemplation, que ce soit visuellement ou même en termes de rythme et de narration, qui sont très spécifiques à l'archipel nippon, très spécifiques à Miyazaki. Et moi, c'est dans cette narration que je me reconnais le plus. Et effectivement, dans mes œuvres, il y a aussi cette notion de contemplation, de pouvoir s'arrêter dans une case et prendre son temps et ralentir comme ça le rythme du récit. Spécifiquement sur Silent Jenny, Nausicaa, c'est l'influence la plus évidente, parce que justement, moi je suis passé de Shangri-La qui était de la SF spatiale, quoi, donc voilà, assez mécanique, assez technologique. Carbone et Silicium qui était donc du coup déjà plus contemporain en termes de décor, en termes d'univers, avec les robots. Et puis là, je voulais faire une SF écologique. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé tout de suite en tête, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je pense récit en lien avec la nature, c'est vraiment le cinéma de Miyazaki en général qui me vient en tête, et particulièrement Nausicaa, moi qui a été une claque quand je l'ai découvert, quoi, parce que t'as encore des images quand tu penses au manga Nausicaa, t'as des images, des couvertures, des choses qui viennent en tête? Il y a des trucs, alors tu vois, mais par exemple l'introduction est parfaite. Enfin, tu vois, c'est ce que j'ai essayé de singer un peu dans Silent Jenny, de telle manière que les 14-15 premières pages sont un peu un résumé de l'univers. C'est-à-dire que ça encapsule absolument tout ce qu'il y a à comprendre de l'univers. C'est ce qui se passe dans le manga Nausicaa, c'est ce que j'ai essayé de reproduire. Et à côté de ça, il y a vraiment... après, mais je pense que c'est un peu comme tout le monde... Mais il y a les gunships qui est le côté vraiment très très aérien, et puis il y a l'héroïne, qui est vraiment une force de détermination, quoi, qui pousse le récit en avant, et ça c'est vraiment passionnant. Alors Jenny le pousse pas de la même manière et pas dans la même direction, mais il y avait quand même il y a des connexions entre Silent Jenny et Nausicaa. Je pense qu'on peut en trouver plein, parce que moi je pouvais pas me détacher de cette influence, et puis il y avait aussi cette envie d'une certaine manière de rendre hommage, quoi, à ce récit fondateur. Fable écologique pour Nausicaa, fable écologique aussi pour Silent Jenny, mais je sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'on était quand même au début des années 80 pour Nausicaa, et l'écologie au début des années 80, c'est pas la conscience qu'on a aujourd'hui, en tout cas en Occident. Oui, après c'est... Parce qu'il y a eu d'autres mangas qui parlaient d'écologie, mais nous on le voyait pas tant que ça dans la culture, dans la pop culture. Ah non, pas du tout. Oui, je te rejoins sur ce point-là. L'écologie et pop culture, c'est venu beaucoup plus tard, et effectivement là c'est précurseur, c'est vraiment un des premiers à l'avoir fait. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que tu disais, Mathieu, l'hommage est évident. Enfin, moi, j'ai vu la première page, les couleurs bleutées, les formes, et quand tu comprends ensuite comment, dans quel univers elle évolue, c'est vraiment, on sent en fait tout de suite l'affiliation en fait. Ouais. Et c'était une question, finalement, de savoir est-ce que, tu vois, c'est quelque chose à laquelle tu veux rendre hommage, une image en tout cas d'héroïne auquel il faut rendre hommage, ou au contraire il faut réussir à s'en détacher? Il y a forcément un bon équilibre à trouver, et le jeu est effectivement de ne pas aller trop dans un sens et probablement pas trop dans l'autre. Mais oui. En fait, moi je pars du principe qu'il faut être conscient des œuvres qui nous ont précédés, de les avoir bien digérées, et à partir de ce moment-là, on peut itérer et nous-mêmes faire partie de la continuité de narration qui existe, tout du moins en bande dessinée de manière générale dans la fiction. Donc à partir de ce moment-là, je savais qu'il y allait de toute façon avoir plein de choses qui allaient s'éloigner de l'univers. Le but c'était pas de le singer ni dans le style ni dans ce que ça racontait, et pour autant ça s'inscrit pleinement dans cette filiation là, et j'en suis content, quoi. Et puis après il y a aussi le kiff de dessinateur, quoi. Et ça c'est le truc, quand on est scénariste et dessinateur, faut arriver à jongler, c'est-à-dire que juste dessiner des univers, tu vois, c'est l'époque du fan art qui recommence un peu de manière professionnelle, quoi. Il y a l'envie de dessiner des décors et des choses comme ça, puis il y a l'envie aussi de dessiner une héroïne
qui a du caractère dans le visage aussi. Enfin, c'est un truc qui doit se travailler, que tu as dû aussi peut-être emprunter de ce côté-là, du côté de Nausicaa, parce que Nausicaa est une princesse, effectivement, dans son univers, techniquement. Mais voilà, c'est pas la princesse Disney, c'est pas l'héroïne Disney, même tout court. Et toi, tu t'es éloigné des deux, même. Je trouve avec Jenny finalement, qui n'est pas une princesse, ceci. Le but c'était vraiment d'avoir un personnage féminin qui a son propre, qui a son caractère, qui a des objectifs assez définis, assez forts, assez introspectifs. Et en ce sens, tu vois, là pour le coup, je me considère un peu chanceux. Je trouve qu'en termes de pop culture, alors il y a Nausicaa, mais on a eu plein de modèles féminins, je pense, que j'ai assimilés. Enfin, tu vois, je pense à Ellen Ripley, par exemple. Enfin, bon, tu vois, il y a des œuvres comme du ça. Côté du cinéma. Du côté du cinéma. On a eu pas mal de modèles comme ça, de femmes hyper inspirantes, quoi. Et je pense qu'ils ont un peu. Puis c'est des personnages qui sont dans l'action, quoi. C'est-à-dire que Jenny aussi, c'est ça qui l'a défini, je trouve. C'est que c'est un personnage qui va faire des choses tout le temps, quoi. Elle est tout le temps en train d'explorer, en train d'aller dans son bureau, récupérer ses affaires, machin, repartir en mission et tout. Et elle est sans arrêt en train de se déplacer, sans arrêt en action. Ça, je pense que c'est un truc aussi, j'imagine, de la culture de Nausicaa, mais même de la culture manga en général, quoi. Les personnages sont un peu définis comme ça dans la grammaire manga. C'est des personnages qui sont en action, quoi. Donc ça, c'est ça que je trouve aussi assez fort, parce qu'on sait qu'en BD et en manga, c'est le personnage qui te fait suivre l'histoire, quoi. Donc j'imagine ça, c'est inspirant aussi. Oui, complètement. Et puis parce que de toute façon, de manière un peu pragmatique aussi, c'est vrai que j'ai de moins en moins de facilité à rentrer dans des récits où les péripéties s'imposent un peu comme ça aux personnages au gré de ce qui peut se produire, quoi. Alors que là, si le but c'est de montrer un personnage en évolution qui est dans une quête, elle est proactive dans cette quête, quoi. Donc ouais, effectivement, il faut que ça passe par le mouvement, il faut que ça passe par de la recherche, l'introspection, etc. Nausicaa, c'est avant tout, c'est aussi donc un univers avec des décors incroyables, des personnages incroyables également. Et puis, Julie, c'est aussi des insectes géants. Oui, moi j'ai vu aussi les insectes géants et je trouve que la réflexion autour de l'insecte, c'est quelque chose qui en fait est très très courant dans le manga, même si on s'en aperçoit pas tant que ça. Parce que déjà, rappelons-le, donc Osamu Tezuka était passionné par les insectes. Il a utilisé le kanji insecte pour donc créer son pseudonyme. Enfin, il y a beaucoup donc il a créé Microïd S, qui est quand même une série où des mutants humains et insectes de la taille d'insectes sont là pour vaincre des espèces d'envahisseurs. Enfin, il y a vraiment toute une image de l'insecte qui revient, et je me suis demandé si tu en étais très conscient ou si c'était vraiment, encore une fois, un coup de chance. Moi j'ai une passion pour les insectes aussi, mais visuellement je trouve ça, ne serait-ce que ça, incroyable à dessiner, c'est super chouette. Mais encore une fois, c'est marrant parce qu'effectivement c'est une forme de sensibilité très japonaise. Les gamins ils collectionnent les scarabées, quoi. Tu vois, où ils leur font faire des combats même. Tu vois, il y a un truc qu'on n'a pas du tout en Occident, où effectivement c'est plutôt de la vermine qu'il faut éliminer, quoi. C'est quelque chose qui gêne. Et encore une fois, moi je me suis vraiment toujours considéré plus proche de ce rapport à la nature là qui est vraiment typiquement japonais et qu'on n'a pas du tout en Occident. Et sur les insectes en particulier, il y en a aussi dans La Belle Mort, qui est mon premier bouquin qui date de 2011. Donc vraiment, c'est quand je peux en caser, je suis content. Nausicaa, c'était le premier que tu as cité. En second arrive Tsutomu Nihei avec Blam, dont la première édition en français date de 2001, ici dans l'Hexagone. C'est aux éditions Glénat. Il y a une nouvelle édition depuis 2017 maintenant, avec un grand format. On peut profiter aussi des pages de Tsutomu Nihei, des planches de Tsutomu Nihei. Blam, juste pour resituer ce qu'est ce manga, on est dans une sorte de superstructure sans fin, dans un monde futuriste et dystopique. Et il y a Kili, une sorte d'enquêteur qui est à la recherche d'un des gènes spéciaux permettant de se connecter au réseau. Plus tard, il fera la rencontre de Shibo, une scientifique qui se propose de l'accompagner. Ils vont faire face à des silicates, silices, ainsi qu'à des sauvegardes et d'autres étranges créatures dans une guerre technologique où on ne fait pas de prisonniers. Puis ils avancent. Encore. Et puis ils avancent encore et encore. On sait pas ce qu'ils font, mais...
Non, mais c'est ça, je trouve, le plus marquant moi, avec Blam. Après réflexion, quand on se pose un instant, c'est vraiment d'être dans un monde non fini, un monde sans fin. Alors, non fini, effectivement, dans le infini plutôt. Tout est vertical, tout est un peu étouffant. Il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'horizon. Il y a des structures métalliques qui s'empilent parfois de manière absurde. Et on s'y perd, comme le héros. Et je trouve ça fascinant quand on est un lecteur de se perdre, mais de rester accroché. D'avoir cette espèce de sensation de je sais pas devant quoi je suis, je sais pas ce que je lis, mais c'est bien. Oui, c'est exactement ça. Après, pour moi, Kili, c'est vraiment le symbole même du mouvement qui est quasi perpétuel, qui à l'image des monades, en fait, que tu proposes dans Silent Jenny, qui, elles, ne peuvent pas s'arrêter non plus afin de préserver cet élan de vie et de retrouver la vie elle-même, quoi. Enfin, c'est chose que... Pour moi, en tout cas, je ne retrouvais pas forcément dans Blam. Alors, mais par rapport à Blam et à Silent Jenny, c'est, je crois, quasiment dans peut-être les 30 premières pages, tu as un grand bâtiment dessiné. Et au moment où je tombe sur cette page, j'ai fait « Oh, Blam !» Oui, bon, et puis alors, visuellement, ça se retrouve aussi dans le design des calcifiés aussi, qui peut rappeler les silicates par certains moments, quoi. Là, je me suis fait plaisir. Mais oui, alors, disons que Blam, c'est... moi, ça a été une forme de révélation quand j'ai découvert le titre en école d'art. Et en fait, c'était la première fois que je comprenais qu'on pouvait faire une BD sans parole, une BD qui ne s'expliquait pas et une BD qui volontairement donnait pas toutes les clés. Enfin, tu vois, jusqu'à présent, parce que je suis d'une culture BD aussi assez classique, mais j'avais lu que des œuvres finalement assez premier degré, entre guillemets. Et puis là, d'un coup, alors, on était perdu dans un monde. Et puis, débrouille-toi avec ça, quoi. Enfin, au-delà de ça, il y a aussi le rapport à l'architecture. Enfin, tu vois, il y a peu d'artistes qui ont un rapport à l'architecture aussi fort, dans un registre très très différent. Je pense à Françoise Coyten, par exemple, quoi. Mais voilà, c'est peut-être un peu les deux seuls. Et ça, c'est pareil. En fait, moi, j'arrivais à un moment où je me rendais compte, voilà, que je prenais vraiment énormément de plaisir à dessiner des décors, quoi. C'est vraiment arrivé pendant mon parcours un peu académique quand j'étais en école d'art, où vraiment j'étais formé à la perspective un peu comme tout à chacun, et puis je voyais que ça marche en fait. Alors c'est pas si compliqué ça, 3 points de fuite, qu'est-ce qui se passe? Et finalement voilà. Et donc voilà, et en fait Blam, c'est quelque chose finalement, et tu vois, tu parlais de mouvement, c'est marrant parce que qui est resté absolument, moi je le trouve vraiment dans toutes mes œuvres, parce que si vous regardez bien depuis La Belle Mort, mes personnages sont toujours en mouvement et vivent jamais le même lieu. Enfin, tu vois, c'est-à-dire 2 pages suivantes, ils sont déjà à un autre endroit, ils sont toujours en train de marcher. Et parce qu'il y a ce renouveau perpétuel, c'est-à-dire que l'univers il est fini, mais pour autant on en arpente différents endroits à chaque fois. Et ça vient de Blam, c'est obligé. Donc, parce qu'effectivement, il y a la pyrocorpe, en fait, qui, pour moi, était plus proche, en fait, de cet univers de Blam que le fait simplement que les personnages soient en mouvement ou que la monade soit en mouvement. Mais il y a vraiment cette idée d'avoir 2 forces très contradictoires, de la chose absolument statique, qui ne pourra jamais être, qui est indéboulonnable, on va dire, qui est vraiment cette espèce d'administration labyrinthique, sclérosée, complètement annihilante. Et à côté de ça, les choses qui sont vraiment, qui ont besoin d'être développées, qui ont besoin de s'étendre, qui ont besoin d'espace. Et donc, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa d'avoir c'est vraiment un combat, en fait, même visuellement, entre les 2 forces. Bien sûr, thématiquement, c'était un peu, moi, le point de départ, c'était effectivement mettre en confrontation l'immobilisme et le besoin ou l'envie de mouvement. Et effectivement, il y a plein de trucs. Il y a la tour immobile, il y a les personnages, les microïdes qui s'enfoncent de plus profondément dans la terre grâce à l'inertium, enfin voilà, qui se rapproche de l'inertie. Il y a les monades qui ont le mot d'ordre de ne jamais s'arrêter. Les monades nomades. Exactement, quoi qu'il se passe. Donc oui, thématiquement, après du coup, le but, effectivement, quand tu construis un récit autour de ces thématiques, il faut trouver des connexions, qu'elles soient visuelles
ou en termes de nom, etc. pour coller à chaque fois. J'ai trouvé un autre auteur fan d'architecture, mais de manière totalement différente. Et c'est un fan d'architecture urbaine contemporaine. C'est Shohei Manabe, l'auteur de Ushijima, L'usurier de l'ombre. Ah oui. Les personnages sont toujours en train de se déplacer, toujours dans un Japon contemporain, mais dans la banlieue japonaise, le Japon qu'on ne montre pas forcément tant que ça dans le reste des mangas. Et je pense qu'il est aussi passionné d'architecture pour dessiner autant de bâtiments et se balader autant autour de je crois que c'est à Tokyo en plus, Ushijima, Ouais, Shibuya et Shinjuku surtout. Et puis, bien sûr, Kabukicho. Évidemment. Évidemment. Et moi, il y a un autre truc aussi qui m'a fait penser à Blam. J'y ai assez rapidement pensé aussi en lisant ton bouquin. Alors, c'est marrant parce que Max, il a parlé du bâtiment. Et moi, c'est plus quand elle rentre dans le monde de l'infiniment petit, les espèces de boyaux où elle se balade dedans. Ça m'a fait vachement penser aussi à certains passages de Blam. Et je trouve que vos œuvres, elles ont quelque chose d'assez proche dans ce côté. On fait s'intriquer l'infiniment grand et l'infiniment petit. Tu vois, Blam, c'est... il explose les distances, si bien qu'à la fin, tout devient dérisoire. On comprend même plus à quelle échelle on est. D'ailleurs, les personnages, ils ont tous des noms c'est des virus, des antivirus, des trucs. Donc en fait, on sait même plus si à la fin, on est vraiment dans le monde macro ou si on est dans le monde genre quantique, quoi. Et toi, t'as un peu le même truc même c'est presque un peu inverse, c'est tu fais rentrer les personnages dans l'infiniment, le monde de l'infiniment petit, mais tu le rends vertigineux. C'est plus on va dans le petit, plus en fait, ça devient immense, quoi. Et ça, je trouve qu'il y avait un parallèle assez intéressant entre Blam et Silent Genie à ce niveau-là. Je sais pas si tu l'as conscientisé aussi ou... Si, parce que effectivement, moi, à la lecture, en fait, j'ai eu ce qu'on appelle un vertige, quoi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose que j'essaye de reproduire effectivement en dessin, quoi. L'infiniment petit, l'infiniment grand, les rapports d'échelle. Ça, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quand tu construis un récit, tu vas vraiment le construire de manière un peu intellectuelle sur qu'est-ce que j'ai envie de raconter, qu'est-ce que les dialogues vont me permettre de raconter sur les personnages, sur le monde, etc. Et puis tu as aussi tout le rapport vraiment émotionnel, sensoriel au récit. Et sur des récits comme ça, justement sur Blam, où finalement le scénario, on s'en fiche un peu, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est-à-dire que le récit, il nous touche à d'autres, sur différents supports, d'une autre manière, pardon. Ouais. Et ça, j'essaie de le retrouver. Effectivement, c'est aussi un but, parce que je pense qu'un récit, il peut nous toucher, pas seulement parce qu'il nous évoque intellectuellement, mais parce qu'il peut nous évoquer en termes d'émotion. Ça, c'était pour Blam de Tsutomu Nihei. Vous aviez un dernier mot sur ce manga ? Il y a juste le super rayon laser, là. Tout de suite. Blam. Ça m'a fait penser aussi directement à Kili. Son pistolet. Ouais. Place au 3e manga de ta liste. Ça va vite, on est déjà on arrive à peine à la moitié de cette émission, mais au 3e manga qui s'appelle Berserk. Et tu as quand même précisé, même si je n'ai pas tout terminé de Berserk, si tu n'es pas à jour, j'ai bien compris. Je débute en fait. Et ça, pour le coup, c'est pour ça je me fais spoiler à chaque fois par des gens qui voient les bouquins dans ma bibliothèque et puis qui commencent à me parler de trucs que je n'ai pas encore lus. C'est très compliqué cette histoire. Tu vas mettre sur ta bibliothèque des petits post-it pas lu. Ouais, exactement. Donc, non, je débute. Tu vois, je dois être au tome 8, un truc comme ça. Donc, c'est ridicule par rapport à la tomaison qui existe pour l'instant, mais très tardivement en fait, c'est pareil. Moi, je suis un lecteur de shonen, je pense au début, quoi. Enfin, j'ai grandi avec Dragon Ball et puis après One Piece et Naruto, quoi. Et enfin, tu vois, donc adolescence, ça a été que ça. Donc les seinen, c'est arrivé par la suite, quoi, mais un peu tardivement. Et en l'occurrence, moi, je me suis fait juste happer par la hype qui existe sur Berserk, quoi. Et en fait, c'est pareil, tu vois, on parlait de Blam, il y a un rapport, non pas à l'histoire, mais aux émotions qu'elle... il y a des émotions assez fortes, quoi, que ce soit du dégoût, un peu de répulsion, etc. Mais enfin, des trucs assez forts. C'est comment rendre ton récit puissant, voilà, tu vois. Et ça marche très bien avec Berserk, quoi. Et encore une fois, c'est peu importe ce que ça raconte, mais la manière dont ça le fait, c'est ça. En termes de proportion, il y a peu de récits qui arrivent comme ça à te faire prendre,
tu vois, des séquences en pleine gueule, quoi. Et donc, c'est pareil, tu vois, quand je lis un truc, et comme n'importe qui, quoi, c'est qu'est-ce que je peux récupérer là-dedans qui, moi, va me servir dans mon écriture, comment je peux me réapproprier, non pas l'univers, mais cette méthode un peu magique qui fait qu'on rentre dans un univers et on n'arrive pas à en sortir. Berserk, dans cette émission, je pense qu'on doit totaliser 7 heures à peu près de contenu sur Berserk. Donc autant dire que on a déjà dit beaucoup de choses sur ce manga de Kentaro Miura. La première édition en français, elle date quand même de 1996 chez nous. Il n'y a eu que le tome 1 à l'époque de sortie. C'était chez Samouraï Édition. Ouais, le Chevalier Noir. Samouraï Édition. Oui, parce que je crois qu'ils n'avaient pas acheté les droits en fait. Ils ont publié le manga sans vraiment avoir acquis les droits à l'époque. Ensuite, en 2002, c'était chez Dynamic Vision. Dynamic Vision qui est devenu Dybex, exactement. Mais ils n'avaient pas tout publié non plus, évidemment. Et donc, enfin, en 2004, c'est Glénat qui a repris. Et là, les 42 tomes sont aujourd'hui disponibles. Et c'est toujours en cours, évidemment. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu que c'était un studio d'une équipe qui travaillait avec Kentaro Miura, qui continuait son manga en tant qu'auteur? Alors, je suis un peu dubitatif, mais bon, après, c'est un avis juste très très personnel. J'ai pas de problème avec les œuvres inachevées. Enfin, tu vois, vraiment, pour moi, une œuvre un peu cassée, un peu malade ou inachevée, elle se prend de toute façon toujours dans un contexte un peu plus global qui fait que tu vas l'apprécier pour ce qu'elle te raconte et puis tu vas l'apprécier aussi dans la manière dont elle a été créée, quoi. De telle sorte que de la même manière que moi je fais que des one-shots et que je veux pas faire de série parce que je veux que quand c'est fini et puis point, quoi. Je préfère les œuvres qui s'arrêtent, quoi. C'est vraiment, même si elles s'arrêtent de manière un peu précipitée, c'est pas un problème. C'est marrant parce que c'était une question que j'allais te poser justement. En fait, je me disais peut-être c'était le côté saga qui t'inspirait, en tout cas qui te plaisait aussi dans la grammaire manga, c'est que c'est aussi des univers qui s'étalent malgré tout, où tu as du temps, tu vois, tu peux pour apprendre à découvrir les personnages, à plonger dans l'univers, justement ce côté plonger dans l'univers comme dont tu parlais. Et je me demandais si ça te frustrait d'avoir le côté franco-belge où globalement c'est du one shot, parce que là t'as quand même fait un one shot de 300 pages. Ce que j'allais dire. Ce qui est bon à one shot, mais ça pourrait être 3 tomes ça pourrait être une série, tu vois. Mais du coup je me demandais si malgré tout, bon là quand même t'as posé un univers et tout, mais on sent que c'est un univers où on pourrait se dire à la fin de la lecture on en a vu qu'une partie, tu vois, et ça te frustre pas, quoi. Tu te dis non, j'ai montré ce que j'avais à montrer, j'ai dit ce que j'avais à dire voilà, c'est très honnêtement, effectivement, la première fois où l'univers appelle potentiellement à autre chose, effectivement, parce que moi je me suis éclaté à faire un gros world building dessus, ce que j'avais pas eu l'occasion de faire sur mes précédents bouquins, et donc il y a une petite voix dans ma tête qui me dit ça ferait envie quand même de montrer d'autres aspects de cet univers. Et pour autant, non, moi je suis très content. Enfin, je me sers effectivement de la narration manga, c'est pour ça que je fais des gros one shots avec une forte pagination, parce que ça me permet vraiment d'étaler la narration, ce que seul le manga permet de faire. Mais pour autant, non, encore une fois, j'aime bien. En fait, comment dire, moi, quand je commence à écrire un scénario, je pense à un bon début, une bonne fin, et puis après, tout ce qui va se passer entre, c'est ce qui va me permettre de tisser un peu les thématiques qui sont dans le récit. Mais la bonne fin est toujours pensée en parallèle du bon début, et donc des trucs à rallonge, même s'il y a une fin supposée, effectivement, dans les mangas, pas tous, mais il y en a où quand même ça s'arrête à un moment, mais trop long. Ouais, non, moi Mais alors attends, je vais faire un aparté sur. On s'arrête sur Berserk un instant et on y revient. Tu dis je fais pas de série, mais tu travailles en ce moment sur Shin Zero, qui est une série, et Guillaume Singelin, un manga dont on a parlé donc effectivement au début de l'année dans cette émission, dans nos mangas à surveiller de près. Donc tu fais quand même de la série. Mais 3 tomes, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'est une petite série. Pas plus. C'est une petite série, et on a été tous les deux très clairs là-dessus. mais parce que aussi on aime, on adore créer des univers, que ce soit lui ou moi. Et là, sur Shin Zero, vraiment, il y a eu un ping-pong comme ça pendant un an à juste s'éclater, à trouver la logique de notre univers. Et dans l'absolu, on pourrait s'imaginer montrer les générations précédentes et qui vivent d'autres aventures.
Mais non, ça va s'arrêter à 3 tomes parce qu'une fois qu'on en aura assez de cet univers, on créera un autre univers. Chine 1. Bah ouais. Suite de Chine 0. Faut pas spoiler. Bon, attendez, je reviens sur Berserk, parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas de quoi parle Berserk. On est au milieu d'un monde médiéval ravagé, où les hommes se battent autant contre leurs démons intérieurs que contre les véritables monstres. Il y a un guerrier au milieu de tout ça. Ce guerrier, c'est Guts. Il a une très très grosse épée, plus lourde que lui. Il a un passé aussi qui est encore plus lourd que sa propre épée, c'est pour dire. Il est né dans la douleur, il est élevé dans la guerre, trahi par ceux qui l'admiraient. Il ne vit que pour survivre ou pour se venger, c'est à peu près pareil. Mais Berserk, c'est pas juste donc du combat et du sang, c'est une descente dans l'âme humaine. Et là où t'en es, toi, au tome donc 8, tu nous dis Ouais, à peu près. Je crois que c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas encore vu dans tout ça, ou est-ce que tout ça tu l'as déjà vu? Ah ouais, non, je l'ai déjà vu. Non, mais terrible. Ouais, mais t'as pas vu le pire que. Mais Ouais. je trouve ça déjà ultra vénère, mais on m'a dit que c'était pas le pire. J'ai du mal à concevoir que ça puisse pas déjà être le max. Ouais. Mais bon, pour revenir aux thématiques, moi, j'avoue que quand j'ai vu Berserk apparaître dans la liste, bon, j'étais pas étonnée parce que c'est un très très bon titre et c'est culte, mais je me suis dit, on est quand même un peu éloigné des thématiques que tu explores, en tout cas dans tes œuvres, puisqu'il y a la magie, la fantaisie, le mana, qui sont un peu antinomiques, non, de tout cet univers plutôt technologique, scientifique, que toi, tu présentes dans tes œuvres. Ouais, et en même temps, la fantaisie, je kiffe. Là, mon prochain bouquin, ça sera de la fantaisie. J'avais demandé. Ouais, donc c'est. Non, mais parce que c'est bon, t'en as marre de me dessiner des machines. Pour un temps, en tout cas, je vais faire une pause. Non, et puis, il y a une question sur vraiment. Tu vois, pareil, de la noirceur, tu vois, il y a un truc. Alors, pas de la même manière, et c'est pas sur les mêmes thématiques, mais vraiment, il y a un côté jusque-boutiste, en tout cas, que je trouve intéressant, encore une fois, pour arriver à faire ressentir des choses fortes aux lectrices, aux lecteurs. Ouais, parce que sinon, moi, l'autre piste que j'avais, un peu comme Robin explorer le côté saga, tout ça, je me disais, est-ce que, tu vois, dans l'univers de Silent Jenny, eux, ils sont peut-être plus proches, tu vois, de ce genre de considération sur une espèce de pensée magique ou de retrouver, en fait, une certaine magie dans le monde qui est complètement ravagé par les machines et par, on va dire, une certaine vision rationaliste, quoi. Et du coup, je me disais, est-ce qu'il y aura une possibilité d'explorer cette piste ou pas plus tard? Mais bon. Ouais, non. Il est foutu, le monde, c'est bon. Mais comme dans Berserk, les deux sont foutus. C'est vrai. mais non, il faut avoir espoir. Il y a de la magie dans Berserk. C'est vrai, possible vrai. avec la magie. Maintenant, on était content de voir Berserk dans ta liste. Moi, j'avais misé sur Parasite Iwaki. Je me suis dit, il y a moyen qu'il le glisse dans ses influences, ou Yukimura avec Planète et Vinland Saga. Je me demandais si ça faisait partie aussi, pas forcément de tes influences sur Silent Jenny, mais ça fait partie aussi des œuvres que tu connais, que tu aimes lire. Oui, et puis Planète, je pense, a forcément influencé Shangri-La, ouais, d'une certaine manière. Quoi. Il y a pas à dire. Oui, mais c'est plus classique, tu vois, en termes de narration. Non pas que je me réclame pas du tout d'un certain classicisme dans mes histoires, mais c'est vrai qu'il y a une radicalité dans les propositions que je vous ai envoyées, qui correspond plus, en tout cas, à moi ce à quoi je veux tendre, quoi. Alors, Radical de chez Radical, c'est la carrière de Taiyo Matsumoto. Alors là, t'as pas donné un bouquin de Taiyo Matsumoto, t'as dit tout de Taiyo Matsumoto. Mais quand tu dis tout, c'est absolument tout. Moi, je prétends pas avoir tout lu encore, mais à chaque fois que je lis et que je commence une de ces histoires, c'est bon, quoi. Je suis happé et pour le coup, il y a un truc, c'est qu'il y a que lui qui fait du Taiyo Matsumoto, et qui le fait de la manière dont il fait. Mais c'est pareil, tu vois, autant je te dis, Blame, ça a été une forme de révélation sur comment on peut raconter une histoire sans parole, rien qu'avec de la déambulation. Taiyo Matsumoto, c'est comment on peut raconter, comment on peut faire chialer avec des moments de rien, quoi, basiquement. Et je pense que le premier truc que j'ai lu, c'est Gogo Monster. Et oh là là, mais ouais, la grosse chialade, quoi, parce que c'est tout. Et encore une fois, et puis, tu vois, il y a ce que toi tu ressens en tant que lecteur, et puis après, en tant qu'artiste, techniquement, waouh, c'est quoi ce découpage assez désuet qui arrive à me faire ressentir des choses aussi fortes. Et c'est pareil, alors c'est pas
probablement pas immédiat dans les scénarios que j'écris, mais en termes de narration et de comment arriver justement à utiliser les mêmes procédés pour avoir des effets similaires. Ça fait partie quand même de quelque chose qui est intégré à mon travail. Pour ceux qui ne resituent pas Taiyo Matsumoto, c'est donc notamment Amer Béton, sorti en 2003 en France, qui est une sorte de plongée dans la jeunesse urbaine où amitié et violence dansent le tango. On a Ping Pong, sorti aussi en 2003 en France aux éditions Delcourt Tonkam. Là, c'est le ping-pong comme un miroir où chaque échange est une bataille intérieure pour les deux amis que sont Smile et Peko. C'est du manga de sport mais façon Matsumoto. On a Number 5, là on est dans un futur dévasté, sorti chez Kana en 2004, et on a un tireur d'élite qui est en fuite, recherché par une organisation de protection de la paix. On a aussi Sunny, radicalement différent, qui est sorti en 2014 en France aux éditions Kana également, où là c'est une Nissan Sunny, une vieille voiture abandonnée qui devient un refuge pour un orphelin. Et puis plus récemment aussi on a eu Tokyo Séjour 6, sorti l'année dernière en France aux éditions Kana. Et là, c'est une découverte du monde de l'édition à travers les yeux d'un éditeur qui vient de tout envoyer valser. Tu l'as lu ou pas encore celui-là ? Non, ça j'ai pas encore. Non, les autres, oui. Sony. Ouais. Oui. Voilà, mais non, parce que je suis trop contente que tu cites Sunny, parce que je trouvais que les personnages d'enfants qui sont à bord de la monade de Jenny, c'est eux, il y a un côté très ils sont impertinents et ils sont mais tu vois, il y a de l'espoir, ils représentent l'espoir, ils savent ce que c'est, et ils ont de la valeur. C'est vraiment hyper touchant de voir qu'ils reprennent le flambeau et qu'ils ont cette espèce d'élan de vie que, effectivement, moi j'ai tout de suite effectivement pensé aussi au personnage enfant de Taiyo Matsumoto. Il n'y a pas grand monde d'autre qui est capable de décrire des enfants comme ça avec cette petite étincelle de véracité, quoi. Mais c'est marrant parce que Matsumoto, c'est vraiment pour moi l'auteur des auteurs. C'est genre tous les auteurs que je connais qui ont nos âges à peu près, ils citent cet artiste en référence, alors que clairement ces mangas, c'est pas les plus mainstream qui soient, c'est loin d'être les plus vendus, etc. Mais c'est vraiment un auteur culte pour les créatifs, quoi. Il y a un truc dans sa façon de créer qui inspire, qui est quelque chose d'unique. Et je me demandais justement si tu arrivais à mettre le doigt sur qu'est-ce qui rend sa patte finalement si unique. Alors tu as cité un petit peu quelques éléments, mais moi il y a un truc vraiment, et ça me frappe aussi parce que c'est vrai que c'est un mec, en une planche on devine instantanément que c'est lui, quoi. Et même s'il peut faire des trucs où ça va parler de ping-pong ou de l'édition, tu vas reconnaître, quoi. Et j'arrive vraiment pas à définir précisément ce que c'est, mais si toi t'as la clé. En tout cas, moi, ce qui me touche, c'est peut-être un peu technique, mais c'est son découpage. Et en fait, il y a souvent une juxtaposition d'images qui ne sont pas forcément liées les unes entre les autres, qui ne sont pas liées de manière temporelle, de manière spatiale. Et c'est couillon, mais tu vois, ça va te convoquer plus d'émotions qu'un dialogue, quoi. Et moi, en tout cas, s'il fallait extraire l'essence même de moi, ce que je retiens de Matsumoto, c'est ça. Okay. Matsumoto, Grand Prix d'Angoulême. Ça sonnerait pas mal, ça, quand même. Franchement, oui, je pense qu'il a déjà été dans la liste, j'imagine. Mais oui, carrément. T'es auteur, tu votes tous les ans. Et je vote tous les ans, ouais. Bon, moi, je sais pas, c'est pas dit que je le mette pas. Mais tu vois, moi, j'ai un peu mes violons d'ingres. Je pense que je mets Matsumoto, Mike Mignola, et puis j'aime bien un JP ou Kosé pour le côté patrimonial, quoi. Mais tu vois, bon, après, ça marche pas tout le temps. T'es un lecteur de comics aussi ? Ouais. Pour le coup, mais c'est vraiment rigolo. Moi, j'ai eu, je fais partie de, je suis né à la fin des années 90, donc j'ai découvert le manga quand il est arrivé en France. Mes parents avaient une grosse collection de BD franco-belge, donc j'ai lu ça aussi quand j'étais petit. Et en fait, j'ai récupéré aussi tous les vieux comics de ma mère, les comics des années 70, donc vraiment les éditions Lug, et puis tous les Strange et Titan, les Marvel. Et donc, du coup, il y a vraiment un gros panaché d'influence. Et donc, comics encore et toujours. Ouais. Ce qui fait d'ailleurs la marque du label 619 en général, c'est que vous êtes très dans cette génération hybride. On prend autant de la BD que du comics, que du manga. Que du cinéma. Que du cinéma, que du jeu vidéo. Enfin,
vous faites vraiment votre tambouille avec cette proposition, quoi. Oui, et c'est marrant parce qu'on raconte pas les mêmes choses entre Run, Florent, Guillaume, Neyef, mais invariablement on se retrouve là-dessus, quoi. Effectivement, sur les mêmes influences et vraiment sur cette envie de se dire que la bande dessinée c'est un pot pourri d'influences qui vont venir autant de la série télé que du manga ou du comics. Pour revenir sur Matsumoto, du coup, si tu devais choisir un manga de Matsumoto favori, ce serait lequel ? Gogo Monster. Gogo Monster. Ouais, je pense, ouais. J'ai pensé à un moment que tu allais pouvoir aussi tomber du côté de Number 5. Ah oui. En tout cas, visuellement, oui, il y a eu un truc sur le côté terre désolée et personnages un peu haut en couleur, enfin avec des designs originaux. Ouais, les chara-design des persos dans Number 5, il y a un truc aussi, il y a une filiation. Génie, bien sûr, oui. Et où on comprend pas tout, non. Mais Tokyo ces jours-ci, je pense que ça va te plaire parce que du coup en plus il y a le côté un peu coulisses de l'édition et tout, relation éditeur-auteur. Enfin c'est super touchant aussi à ce niveau-là. Si on entend qu'un éditeur puisse parler à un petit oiseau. Oui, il parle à des auteurs et à des petits oiseaux. Bon, tu verras du coup en découvrant Tokyo, c'est le aussi. Cinquième de cette liste, c'est évidemment Akira de Katsuhiro Otomo. Première édition en français dans les début des années 90 et aux éditions Glénat, puis réédité. Les 6 tomes ont été réédités moult fois maintenant, tout est disponible dans un bel écrin. L'écrin, ça compte aussi pour toi quand tu choisis une lecture. Tu as vu par exemple la nouvelle édition de Berserk, à quoi elle ressemblait, etc. Tu t'es dit, c'est peut-être un peu plus quali, agréable de lire avec ça ou même pas ? Je t'avoue, je me suis dit putain, trop tard, j'ai déjà commencé et que je vais pas tout racheter. Pareil pour Blam. La Perfect Edition, elle est sympa, mais elle arrive un peu trop tard. Mais oui, ça compte vachement. Ça, on a vraiment une culture du beau livre avec le label de toute façon, et c'est vrai qu'on aime bien les beaux écrins. On aime bien profiter du dessin parce qu'on est dessinateur aussi avant tout. Donc moi, c'est vrai que toute cette vague de réimpression, de réédition de bouquins, de mangas un peu patrimoine et de bouquins à succès, moi ça me provoque un peu de collectionnité. Non, puis c'est agréable. On faisait une émission la semaine dernière sur nos habitudes de lecture et les habitudes de lecture des auditeurs. Et effectivement, qu'est-ce qui vous pousse à relire un manga, on avait fait un petit sondage et était remonté énormément la parution d'une édition de luxe, d'une réédition, alors luxe, de luxe, perfect. Le nom est au choix, mais moi ça pousse à redécouvrir des œuvres que tu as parfois peut-être laissé tomber ou que tu as mis de côté trop longtemps en disant mais si un jour je vais lire Berserk, édition super luxe, cartonnée, etc. Bon, ok, je lis Berserk, ça va. Ça fait partie du jeu. Bon, Akira donc, Akira, on est en 2030, Neo Tokyo qui est une sorte de poubelle high-tech où tout semble permis. On a... Ça te fait rire, poubelle high-tech ? Yes, j'adore, j'aime le concept. C'est Akira. Tetsuo, Kaneda et leur bande de Jones foncent à toute vitesse sur leur moto. Je sais pas, j'ai l'air vieux du coup maintenant quand je repense à Akira. C'est ça. Puis ils repoussent les limites évidemment, sauf qu'à un moment donné ils croisent un drôle de garçon avec un visage de vieillard et leur monde bascule et plus rien ne sera jamais pareil. Qu'est-ce qu'il est flippant quand même ce môme. Mais ça c'est ta phobie personnelle, le vieux. Les enfants qui ont des têtes de vieux, oui, je pense. C'est la phobie de beaucoup de gens, je crois. Personne de normal trouve ça chouette. Ouais, je sais pas. Tu te souviens quand t'es tombé sur Akira la première fois, ou ce que t'as pu ressentir, ce que t'as pu penser, ce que t'as pu te dire ? La petite anecdote perso, Akira, moi je l'ai découvert en dessin animé avant que ce soit en manga. J'avais demandé. Ouais. Et moi, il y avait mon père qui fêtait ses 40 ans en bas avec ses potes, machin, et j'étais gardé par mon cousin qui a presque 10 ans de plus que moi. On était dans ma chambre avec ma petite sœur et on nous avait mis la télé parce que faut bien tenir toute la soirée, quoi. Et puis il a trouvé une VHS enregistrée avec Akira dessus. J'avais 8 ans. Et alors, ça a été un énorme traumatisme, mais on est arrivé jusqu'au bout du film. Et
Et en fait, alors c'est con, hein, mais je pense que en fait, tu te nourris aussi de tes traumatismes un peu culturels. et tu vois, je pense que ça me nourrit encore. Enfin, tu vois, je pourrais jamais me défaire de ça. Ouais, mais c'est surtout. Bon, moi, je repense à la dynamique, à la rythmique du film. Pour un enfant de 8 ans, le film est lent. Pour un enfant de 8 ans, je veux dire que tu as dû être happé t'as dû être terrorisé, c'est pour ça que t'es resté jusqu'au bout, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, moi, j'en retiens vraiment, enfin, tu vois, juste 3-4 séquences, et vraiment, c'est des séquences où ça pisse le sang. Enfin, tu vois, c'est plutôt ça. La musique, peut-être. Et puis, ouais, bah alors la musique, mais tu vois, enfin, c'est des années plus tard que je l'ai revu et que j'ai vu qu'il y avait une histoire derrière ces images traumatisantes, quoi. C'est pas juste des gens qui gonflent et qui pissent le sang. Non. Bah, mais globalement, c'était ça, des gens qui gonflent ou qui pissent le sang. Vraiment, c'était ça. Et à la fin, des flashs blancs et un côté un peu transcendantal que j'ai pas compris, quoi. mais donc voilà, gros traumatisme d'enfance et qui reste. Mais bon, après voilà, au-delà de ça, c'est vrai que je pense que Akira, tu vois, c'est comme tous les mecs de 50 ans qui disent que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est leur plus gros choc culturel, quoi. Bah, je pense que ma génération, c'est pas loin d'être Akira, quoi. Ouais, si je te dis Akira, tu réponds quoi? Bah moi c'est un monument de la SF japonaise et du cyberpunk aussi. C'est ça aussi qui est intéressant dans Akira. Je pense c'est qu'au moment où c'est sorti, alors moi je l'ai pas découvert à sa sortie évidemment, mais c'est vraiment ce truc de comment la SF japonaise arrivait à questionner ce truc de la place de l'humain dans la technologie et la technologie qui dépasse tout, et à un moment donné comment l'humanité a encore de la place là, dans tout ça. Et il y a vraiment après aussi moi c'est comme ça, j'avais d'abord vu le film que j'avais pas forcément giga aimé parce que je pense qu'il y avait une problématique de rythme dont parlait Max et tout, mais après je suis plongé dans le manga et là je trouve que quand t'aimes la BD, il y a un souffle, il y a un sens du rythme, de l'action, enfin c'est quand même 2000 je crois que c'est 2200 planches, un truc comme ça, mais ça se lit d'une traite, et quand tu vois le soin qu'il met dans... Enfin, il peut passer des pages et des pages à faire s'effondrer des buildings, et tu te dis, mais c'est cette espèce de jusqu'au boutisme pour juste évoquer un truc, alors que tu t'imagines le travail que ça a dû représenter pour dessiner tout ça et tout. Ça, je trouve qu'il y a un truc assez fascinant. Et je me demandais aussi si toi, dans ton boulot, il y avait un côté... Bon, certes, il y a la dimension aussi un peu architecturale, forcément, il est assez connu pour ça. Mais je me demandais aussi il y avait un côté inspi dans son volet un peu critique, parce que c'est aussi une œuvre de SF qui est très, mine de rien, assez politique, ce qui n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, dans le manga, c'est pas forcément un art qui est forcément toujours super engagé. Et chez Otomo, on le sent plus, quoi. Donc je me demandais si c'était aussi quelque chose qui t'avait un peu, toi, touché aussi en tant que créateur. Ouais, complètement. Bah, en fait... globalement, il montre quand même des gens en révolte, quoi, contre un système. Donc, oui, c'est un truc qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal de mes bouquins. Et ouais, effectivement, mais c'est pareil, parce que jusqu'à présent, j'ai cité des œuvres qui n'avaient pas spécialement de propos politiques. Enfin, Nausicaa en a d'une certaine manière. Mais effectivement, lui, le fait de manière plus frontale. Et pareil, ça faisait partie des découvertes, parce que moi en tout cas mes lectures avant ça étaient plus de l'ordre du côté un peu ludique, quoi, et avant de s'apercevoir qu'on pouvait avoir un propos un peu plus énervé. Il y a un truc aussi dans le cyberpunk japonais de ces années-là qui ont dû nous marquer, nous les enfants des années 80, un peu 90, fin 70, enfin ça dépend, mais plus largement, c'est le côté réseau de ces œuvres-là. Tu sais, dans Akira, dans Ghost in the Shell évidemment, il y a une espèce de notion de réseau qui, j'imagine, devait nous fasciner. Alors aujourd'hui, c'est évident pour nous le réseau Internet, etc. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, on a dû être inconsciemment imprimé par ce côté, par ce réseau qui peut devenir un monstre, un personnage, je sais pas. Ouais, puis ils arrivaient aussi à mêler ce côté récit très dystopique, très noir, et mettre du cool quand même dedans, tu vois. Genre Akira, c'est aussi des mecs en bécane et ils sont trop stylés, tu vois. Genre vraiment, ils font des dérapages et tout. Enfin, je sais pas, arriver en fait, c'est encore plus efficace, je trouve, de distiller un message politique dans une forme cool, quoi. Et ça, je trouve que c'est un truc qui j'imagine aussi est très moteur, quoi, quand tu veux raconter des histoires. Mais voilà, mais exactement. D'ailleurs, oui, enfin, je rebondis dessus parce que effectivement, savoir qu'on peut faire du divertissement et avoir une profondeur thématique derrière, et que les deux peuvent se marier très bien.
quand même souvent on choisit ou l'un ou l'autre. Ouais, c'est ça, tu vois, ouais. on est vraiment dans le récit d'auteur, ou on est dans le divertissement pur, un peu inoffensif ou régressif. Et non, en fait, on peut faire les deux. Mais c'est pareil, je pense que c'est aussi un peu la marque du label 619, quoi, globalement, quoi. C'est à chaque fois il y a quand même un propos, et c'est pas si gratuit que pourrait le laisser paraître le style ou l'univers de chacun de nos bouquins. En parlant de gratuit, à Angoulême, il y avait la moto de Canada. T'avais fait la photo à côté ou même pas? Je n'étais pas à Angoulême cette année. Oui, parce que bon, pour moi, Akira, je suis désolée, c'est le futur, c'est le Far West, quoi. C'est impitoyable. Tu remplaces tous les canassons par des grosses motos et qui vont très très vite. Et ça pètera dans tous les coins. Mais franchement, oui, je rejoins complètement ce que dit Robin sur la contestation. Je dirais pas jusqu'au militantisme, en tout cas pour ce qui concerne Akira, mais peut-être plus pour toi, tes œuvres, tu peux facilement te saisir de ce mot-là, je sais pas. Sachant que tout à l'heure, on parlait de Pyrocorp, et moi, j'ai adoré la polysémie du mot, de ce à quoi ça renvoie. Donc, je laisse le plaisir aux gens de découvrir par eux-mêmes. Mais tout ce qui se déploie, et là, en plus, on retrouve la couleur rouge aussi, qui pour moi est instinctivement reliée à Akira. Donc, je sais pas, tout fait une boucle en fait. Enfin, je sais pas. Ils prennent juste pas de drogue, mais c'est vrai. Enfin, quoi que ouais, tu te demandes, je sais pas, peut-être. Sur la couleur qu'on voit, les couleurs, parce qu'en fait, il y a un travail vraiment particulier de la couleur dans Silent Jenny. Tu t'inspires aussi d'artistes japonais, ou là, c'est quelque chose d'un peu différent? Comme je le disais un peu au début, effectivement, de toute façon, moi, les décors, je les conçois un peu comme les backgrounds qu'il y a dans l'animation japonaise, quoi. De manière générale, j'essaye d'avoir le même niveau de détail. Et effectivement, enfin, il n'y a pas de ciel plus beau que ceux qu'on trouve dans l'animation japonaise. Après, bon, là, spécifiquement sur Silent Jenny, c'est les grandes doubles pages de décor qui ont un peu donné la tonalité de l'ensemble de l'album. Et sur celle-ci, en fait, comme j'avais une monade, enfin souvent un peu en petit, dans un paysage démesurément grand, avec des nuages qui faisaient des raies de lumière, là je me suis un peu plus inspiré de la peinture romantique, là, spécifiquement, parce que ça collait un petit peu avec les ocres, avec des zones de lumière qui viennent un peu éclairer certaines parties des plaines, etc. Donc ça a été un peu ça qui a été moteur dans tout le reste de l'album. Et pour ce qui concerne les cartes, les schémas, les plans, toutes ces interpages que tu as mis dans Silent Jenny, là aussi ça va chercher dans des inspirations japonaises, ou plus du côté du roman, ou Ça, c'est Watchmen. Ça, c'est Watchmen. Évidemment. Ouais. Pour revenir sur le militantisme dont on parlait aussi par rapport à Akira, est-ce que du militantisme, alors c'est peut-être pas forcément le bon mot, on en trouve plus dans Shin Zero? Oui, il y a un propos social peut-être. Oui, non, mais je sais pas si c'est le bon mot effectivement. Mais alors en tout cas, c'est le but, in fine, hein, quand même. Hein. En fait, mais chacun de mes bouquins de SF, et je compte Shin Zero dedans, parlent d'aujourd'hui, quoi. Enfin, tu vois, et prennent un point précis et vont essayer de le décortiquer et voir jusqu'où on peut aller. Et effectivement, Shin Zero, je dirais que c'est le plus immédiat, en tout cas, effectivement, dans ce rapport à ce que ça peut raconter de notre époque et de ces dérives et du militantisme qui peut en découler, parce que oui, c'est le plus contemporain. Enfin, finalement, c'est un copier-coller de notre époque, avec des gens en costume. Mais oui, là pour le coup, Shin Zero, le but c'est de parler à la fois justement un peu des fractures générationnelles, et puis la génération qui arrive est tellement vénère, quoi, et a tellement envie de retourner la table, que effectivement le militantisme se voit en partie dans le tome 1, et puis va continuer à être développé dans les tomes suivants. Ouais. Il faut souffler sur les braises. Ouais. Ce qui est le cas dans le manga aussi, hein. Je trouve que dans les nouvelles générations, on sent de plus en plus des auteurs ou des autrices qui assument un peu plus, pas leur engagement, je dirais pas forcément jusque-là, mais en tout cas qui assument quand même une vision du monde et un propos
plus assumés quoi, dans leurs Ne œuvres, quoi. serait-ce qu'en ayant de moins en moins envie de crever sur sa table à dessin. Déjà Oui. dans leur façon de pas mal, quand travailler, c'est une façon de le montrer, mais même dans les histoires qu'ils racontent, je trouve que ça se voit de plus en plus, quoi. Après, c'est qu'il y a eu une espèce de grand vide qui a été sans doute le matraquage ou vraiment une industrialisation très très rapide et limite forcée, hein, j'ai envie de dire, qui a connu cette industrie et qui a fait que, il y a eu toute je dirais 2-3 décennies où vraiment la créativité était finalement laissée de côté et il fallait cravacher à tout prix, produire à tout prix, sortir des titres. Et les gens qu'on a évoqués tout au début de l'émission, qui sont par exemple Miyazaki, lui, il a connu les années 60 et la contestation sociale et il a vraiment participé. Donc, sachant que Otomo, je connais pas trop son background politique, on va dire, mais il était aussi de cette génération-là. Donc, et c'est sûr que là, on voit une espèce de regain finalement d'intérêt pour la chose publique et c'est pas plus mal en fait. Ouais, puis à un moment donné, il fallait en vivre aussi. Et oui. Donc il fallait abattre des planches et il fallait dessiner avant de penser peut-être. Et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui on a peut-être un peu plus de confort pour certains auteurs, ou on va peut-être pas parler de confort vraiment, mais un petit peu plus le temps aussi de réfléchir et de se lancer dans tout ça. Toi, quand tu entends parler des rythmes de travail des mangaka ou de ce qui a été une norme pendant plusieurs années, en tant que créateur en France, quelles sont tes premières pensées, tes premières impressions ? Je suis très content de ne pas faire du manga au Japon déjà, bien sûr, mais et en même temps c'est quelque chose que je peux comprendre. Enfin, le milieu de la bande dessinée, il a quand même été transformé à l'apparition de ce qu'on appelle vulgairement les romans graphiques, et qui a fait quand même qu'il y a eu comment ça s'appelle, une nécessité de productivité qui était quand même différente et bien plus importante qu'à l'époque du 48 pages classique qu'on pouvait faire en un an. Tu vois, mais pour parler vraiment concrètement, un roman graphique, par exemple La Belle Mort, quand je l'ai signé, j'étais à 140 € la page en brut. Tu vois, donc combien de pages il faut que tu fasses par mois pour avoir un de petit quoi peu, payer ton loyer. quasiment un SMIC, quoi. Et donc non, tu vois, je pense que le roman graphique quand même a fait que on s'est retrouvé avec des cadences de productivité qui sont assez importantes, qui fait aujourd'hui que la nouvelle génération a quand même trouvé pas mal d'astuces vis-à-vis de ça en termes de simplification, quoi. Tu vois, et c'est intéressant et c'est bien parce qu'il faut pas se tuer à la tâche, évidemment. Mais effectivement, on est quand même arrivé aussi, nous, à un stade à ne plus avoir de limite dans la pagination, ce qui est très chouette créativement et ce qui peut être un piège également. Quelques questions pour finir cette émission. Est-ce que tu es fan de Sentai ? C'est quoi Sentai? Est-ce que tu es fan des Power Rangers, de Bioman? Oui, bien sûr. Et avec Shin Zero, j'espère que plein d'autres personnes seront fans des Sentai. Est-ce que tu as d'autres lectures manga, mais qui t'ont pas forcément influencé, mais en ce moment, il y a des choses qui te plaisent? Tu peux, je sais pas, je pense à Fujimoto par exemple, sur Chainsaw Man ou... Écoute, là j'ai envie de citer, là dernièrement j'ai lu Yon, mangaka française, très cool. Je me rappelle plus de son, c'est Camille Broutin. Oui, voilà. Camille Broutin. Et c'est trop bien, c'est grave. Beaucoup trop bien, quoi. Donc voilà. C'est le moment de finir cette émission. Merci à tous d'avoir participé. Si vous avez un dernier mot, une dernière remarque, c'est le moment ou jamais. Merci Mathieu, c'était trop cool de pouvoir discuter de manga avec toi. Trop bien, merci à vous. C'est un format qu'on aime bien, inviter des auteurs pour qu'ils nous parlent de pourquoi ils aiment le manga. Mais à chaque fois, il nous cite Matsumoto. Faut qu'on trouve des nouvelles choses à dire à chaque fois. Mais merci beaucoup. Oui, mais maintenant, moi, c'est terrible. Hein. J'ai encore plein de questions. On posera en off. Silent Jenny, c'est en librairie. Merci Mathieu d'être venu avec nous. Merci aux éditions Rue de Sèvres aussi qui ont permis ta venue ici dans la 5e de couve. Merci beaucoup Mathieu. Salut. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de manga de l'imaginaire. Ouais, c'est bien, on reste un peu dans les trucs. Exactement, avec un grand I. Merci à tous. Ciao, à la semaine prochaine. Ciao. Merci.